Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, passé de 35 000 francs CFA à 52 000 en début d'année, a placé le pays en 3e position. D'après le classement de l'espace UMOA, vous aurez d'amples détails en ce qui concerne ce changement dans ce journal. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie du pays. Le port autonome de Lomé qui vient de renforcer sa flotte avec en 4e remorquaire. Les avantages que promet cet équipement sont à découvrir dans le développement. Au Niger, la crise continue alors que nous ne sommes qu'à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné par la CEDEAO aux poutistes. Ces derniers ne semblent pas obtempérer, vous le verrez. Et enfin, moment très difficile pour la Chine qui connaît actuellement sa plus grande inondation depuis 140 ans maintenant. Le pays a déjà enregistré une vingtaine de morts et une dizaine de disparus. D'autres détails à découvrir dans cette édition. Voilà, c'était les titres. Allons en développement. Bienvenue à tous. Démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national, l'opération Feu Tricolore vise à sensibiliser les usagers de la route au respect des feux de signalisation en vue de réduire les accidents et les pertes en vies humaines sur nos voies. Un reportage. Respecter les feux tricolores ne veut pas dire qu'on n'est pas pressé. Violer les feux tricolores ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que ceux qui s'arrêtent. Il s'agit des propos du ministre de la Sécurité et de la Protection civile suite au constat selon lequel le non-respect des feux tricolores figure parmi les 5 principales causes des accidents. Face à la situation et avec pour objectif de réduire les chiffres alarmants des accidents de la route, et protéger les usagers, l'autorité a lancé ce lundi et sur toute l'étendue du territoire l'opération dénommée Feu Tricolore. Cette dernière consiste dans un premier temps à sensibiliser les usagers de la route sur la nécessité de respecter les feux tricolores et en deuxième lieu, sanctionner les personnes qui ne se conforment pas aux règles. La sécurité routière étant l'affaire de tous, cette opération représente, selon le ministre, une étape importante dans la construction d'un réseau routier plus sûr et plus responsable. Les agents des forces de défense et de sécurité ne sont pas épargnés par les sanctions puisqu'ils font également partie des usagers de la route. Par ailleurs, il faut noter que les sanctions ne s'appliquent pas exclusivement en cas de non-respect des feux tricolores, mais aussi à d'autres cas comme par exemple le fait de conduire une moto sans rétroviseur. C'était donc les détails relatifs à l'opération Feu Tricolore entamée en début de semaine. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG revalorisé à 52 000 francs CFA contre 35 000 francs auparavant est entré en vigueur depuis janvier 2023. Cette augmentation permet au pays d'occuper la 3e position dans le classement de la zone UMOA. Les explications avec Bernard Canvi. Dans la perspective globale de lutte contre l'extrême pauvreté au Togo, les autorités du pays ont depuis le 1er janvier dernier fait passer le salaire minimum interprofessionnel garanti de 35 000 francs CFA à 52 500 francs CFA. Cette augmentation fait classer le Togo à la 3e position relative au niveau du salaire minimum dans les pays de l'UEMOA. En effet, selon un récent classement du site d'information financière Sika Finance, le Togo est à la 3e position après la Côte d'Ivoire qui est à 75 500 francs CFA et le Sénégal avec un salaire minimum de 64 233 francs CFA. En élargissant le classement sur tous les pays qui utilisent le franc CFA, à savoir la zone UEMOA et la CEMAC, le Togo est à la 8e position sur un total de 13 pays. Même si cette amélioration du SMIG est reconnue sur le plan international, le défi des autorités togolaises est de s'assurer de l'effectivité de la prise en compte de cette augmentation qui plus ou moins vise à renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages. Le renforcement de la résilience dans la région septentrionale est l'une des priorités majeures du pays en vue de la situation qui prévaut dans ce contexte. Un chantier d'électrification est lancé dans le but de fournir à 18 différentes localités de la région des Savanes un meilleur accès à l'électricité. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de la région des Savanes, PURS. Harold Mensan-Ato.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour la région des savanes PURS, qui vise à renforcer la résilience dans la région nord du pays en proie aux menaces djihadistes, le Togo lance un projet d'électrification de 18 localités dans la région. Entamé le lundi dernier par l'implantation d'un poteau électrique symbolique dans la commune de Tonne 4. L'initiative vise à étendre le réseau électrique dans cette région du pays et à stabiliser la situation socio-économique et sécuritaire au nord Togo. Elle vient compléter le projet d'installation de 50 000 lampadaires solaires autonomes et intelligents lancé par le pays en avril 2023. Selon les autorités, le PURS nécessite une enveloppe globale de 200 milliards de francs CFA. En février dernier, le cumul des ressources déjà mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers en faveur du programme était évalué à 150 milliards de francs CFA. Pour rappel, en 2022, 50 milliards de francs CFA avaient été engagés et avaient permis d'améliorer de 15 à 20% le réseau de pistes rurales, d'offrir à 80 000 personnes l'accès à l'eau potable et à 15 000 ménages supplémentaires l'accès à l'électricité. Nous vous l'avons dit dans les titres, c'est une très bonne nouvelle pour l'économie togolaise. Les espoirs placés dans le port autonome de Lomé pour porter les pavillons togolais dans la bataille sous-régionale semblent porter des fruits. Le port vient de renforcer sa flotte avec l'arrivée d'un 4e remorqueur. Découvrez. Le Togo dispose du seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires à fort tirant d'eau avec une profondeur de 16,6 mètres. Principal poumon de l'économie du pays, le port de Lomé a également la capacité d'accueillir des navires de 3e génération. C'est dans ce contexte que la plateforme vient de disposer d'un 4e remorqueur. C'est un nouveau navire spécialisé destiné à l'appareillage, l'accostage et au sauvetage de navires commerciaux. L'appareil devrait renforcer les capacités de remorquage de Lomé Container Terminal LCT, notamment pour les mégaships. Rappelons que cet équipement naval est livré par Boluda Tawag, leader mondial du remorquage maritime. Par ailleurs, le port de Lomé ambitionne de doubler sur les 10 prochaines années sa capacité actuelle. Selon l'édition 2022 de la Lloyd's List, qui retrace les performances annuelles des ports pour le trafic conteneur dans le monde, le port de Lomé se positionne à la 96e place du top 100 des ports mondiaux. Ça parle également santé dans cette édition. Contrairement à sa promesse de paiement des arriérés des prestations de services des pharmacies, l'Institut d'assurance maladie INAM n'a pas honoré ses engagements. Les pharmacies en réponse ont recommencé à suspendre de nouveau les prestations de services aux assurés. Les assurés de l'Institut national d'assurance maladie INAM continue de subir les conséquences du non-respect des engagements financiers pris par l'Institut. Il y a quelques semaines, une querelle de pharmacie avait sorti des notes suspendant les prestations de leurs services aux assurés INAM. D'après les informations, les pharmacies conventionnées soutiennent que l'Institut n'honore plus ses engagements financiers envers elles. En réplique, l'Institut a dans une note en date du 24 juillet 2023 rassuré les pharmacies qu'à la date du 28 juillet, il paiera 70% des impayés accumulés aux pharmacies conventionnées. Mais à partir du 1er août, un autre lot de pharmacies est rentré dans la danse des suspensions de prestations de services aux assurés INAM. Contacté, la direction d'une pharmacie conventionnée a confirmé que l'Institut national d'assurance maladie n'a pas honoré ses engagements conformément à sa note du 24 juillet. Notons que depuis des années, l'Institut accumule des impayés. À partir de janvier 2023, il est arrivé à payer 1 624 424 762 francs pour le compte des factures des années antérieures. Pour cette année 2023, plus de 4 milliards sont payés aux prestataires de services. Cependant, le fossé des impayés s'approfondit. Informations concernant les pays ouest africains. En effet, en général, l'Afrique de l'Ouest devrait connaître une croissance économique en 2023 puis en 2024. En outre, la sous-région manque d'investissements privés pour le climat et les troubles politiques actuels auront certainement des impacts sur les estimations. Reportage.
Après la régression enregistrée en 2022, effet d'une part de la pandémie à coronavirus et d'autre part des pressions inflationnistes sur le coût de plusieurs produits dus à la guerre en Ukraine, l'économie ouest-africaine, selon un rapport rendu public mardi dernier par la Banque africaine de développement BAD, doit connaître une croissance en 2023 puis en 2024. Si de 4,4% en 2021, le PIB de la zone ouest africaine est passé à 3,8% en 2022, les perspectives sont positives et sont estimées à 3,9% pour 2023 et 4,2% pour 2024. Par ailleurs, le rapport révèle que l'Afrique de l'Ouest manque de ressources intérieures et de financement du secteur privé qui peuvent favoriser une croissance durable et verte. Le déficit de financement climatique du secteur privé devrait atteindre 213,4 milliards en Afrique entre 2020 et 2030. Les gouvernements ouest-africains devront déployer des instruments et mécanismes innovants pour remonter la pente. Moultes efforts devront être fournis par certains pays de la sous-région, mais ce n'est pas sans rappeler que les troubles et manifestations plus ou moins violentes que subit la sous-région ces derniers temps ne seront pas sans conséquences sur les prévisions économiques. Nous continuons avec l'actualité internationale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait donné jusqu'à ce dimanche aux putschistes pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et pour libérer le président Mohamed Bazoum sous peine d'intervenir militairement. Mais à quelques heures de la fin de l'ultimatum, les putschistes n'ont pour le moment montré aucune volonté de céder la place. Ils sont prêts. C'est le message que veulent faire passer les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. Après 3 jours de réunion, les plans d'une éventuelle opération militaire sont bien définis. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'une opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger, afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la libération du président détenu. Les pays de la CEDEAO l'assurent, l'option militaire est le dernier recours. Ils veulent privilégier une résolution pacifique, mais le temps file. L'ultimatum posé aux putschistes du Niger doit se terminer ce dimanche. L'organisation de la CEDEAO n'a pas précisé qui prendrait part à cette éventuelle opération militaire, ni dans quelle proportion. Plusieurs pays, comme le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ont d'ores et déjà confirmé leur participation. De son côté, le Tchad, qui ne fait pas partie de la CEDEAO mais a joué un rôle de médiation, refuse d'y participer. Nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, quant à elle, s'est exprimée ce matin. Elle réaffirme son soutien à la CEDEAO et met en garde le régime putschiste. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux la menace de recours à une intervention par ces pays, menace qui est crédible. La demande unanime de la communauté internationale, et je la répète, c'est de restaurer la démocratie immédiatement. Donc il y a jusqu'à demain pour renoncer à cet aventurisme, à ces aventures personnelles et restaurer la démocratie au Niger. De leur côté, le Mali et le Burkina Faso ont été clairs. Pour ces pays, une opération contre le Niger serait assimilée à une déclaration de guerre à leur encontre. Toujours au Niger, à quelques heures de la fin de l'ultimatum posé par la CEDEAO sous peine d'une intervention militaire, les habitants de la capitale Niamey expriment leur espoir que de nouveaux pourparlers aient lieu afin d'éviter tout conflit. Le Niger est à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Calme incertain dans les rues de Niamey. Une intervention militaire de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Les Nigériens qui s'expriment estiment qu'elle constituerait une agression, à l'image de la junte qui a promis une riposte immédiate. Bon, c'est une attaque infondée puisque ça n'a pas lieu d'être au fait. C'est une attaque qui n'a pas lieu d'être. On suit la voie de la démocratie. Et dans cette démocratie-là, ce sont les pourparlers. Est-ce que vous comprenez? Les pourparlers, on n'a pas lieu de prendre les armes pour ça. Et nous ne sommes même pas pour les négociations. Le Niger appartient aux Nigériens. Alors, dans ce sens, nous demandons qu'une chose.
nous demandons quelque chose, que nous demandons pratiquement le retrait des Français, de la base militaire française, qu'elle rentre chez elle. Pour lui, comme pour d'autres partisans de la junte, le problème du Niger, c'est la France, l'ancien colonisateur. Dans les faits, le processus démocratique a bel et bien été interrompu au Niger et le président démocratiquement élu est toujours séquestré par les militaires depuis le 26 juillet. Mohamed Bazoum doit être restauré dans ses fonctions, affirme la CEDEAO, l'Allemagne, les États-Unis, la France et bien sûr les autorités légitimes du Niger. Nous nous attendons à ce que le président Bazoum soit libéré, qu'il soit réinstallé sur son fauteuil et que toutes les institutions qui ont été prétendument dissoutes soient rétablies dans leur intégralité. Selon Oumoudou Mahamadou, la communication n'est pas rompue avec la junte. L'espoir d'une sortie de crise, donc, par le dialogue, alors que la tentative de médiation de la CEDEAO n'a rien donné jusqu'à présent. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire soutiennent le principe d'une intervention militaire, mais l'organisation est divisée. Mali et Burkina, eux-mêmes aux mains de junte, ont déclaré leur solidarité avec la junte nigérienne. Quant à l'Algérie, elle est contre une intervention armée, alors que plusieurs voix y seraient opposées au Nigeria, qui préside actuellement la CEDEAO. En Tunisie, le migrant Pato témoigne après la mort de sa femme et de sa fille dans le désert, perdus dans l'immensité désertique. Les deux sont mortes de soif en juillet dernier après avoir été abandonnées dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Cliché a ému le monde entier. Une mère et sa fille gisent tête baissée dans le sol du désert tunisien. L'enfant blotti contre le corps de sa mère a succombé à l'enfer des fortes températures. Toutes deux sont mortes de soif. Marie, 6 ans, et Fatih Dosso, 30 ans, étaient la fille et l'épouse de Crépin Mengue. Le jeune homme, migrant camerounais, avait perdu leurs traces mi-juillet. Donc, nous voici. À 3. Avec sa femme et sa fille, Crépin Mengue a d'abord vécu en Libye, à Zouara. Le couple souhaitait scolariser Marie en Tunisie, d'où leur arrivée récente dans le pays. Mais à peine sur place, toute la famille a été refoulée dans le désert avec d'autres candidats à l'exil subsaharien, sans eau ni nourriture. Nous nous sommes fait intercepter par les policiers tunisiens qui nous ont frappés et nous ont demandé de retourner d'où on venait. Donc, nous avons fait demi-tour et aller au désert. C'est de là où nous avons passé toute la journée sous le soleil. L'épreuve a duré des jours, mais sous cette chaleur infernale, difficile d'avancer pour les plus fragiles. Les corps de Fatih et Marie ont été retrouvés seuls, en plein désert. Pour leur donner un nom et une histoire, l'organisation Refugees in Libya a retracé leur parcours. Un officier de police qu'une de mes sources a interrogé a dit qu'il avait pris en charge les corps de cette mère et de sa fille. Il y a une personne qui a survécu, qui a pu témoigner et a dit à la police qu'une femme et sa fille, qui s'appelaient Fatih Dosso et Marie, étaient mortes. Depuis cette photo de l'indicible, Crépin Mengue ne trouve plus le sommeil. Il se remémore sans cesse la traversée macabre. Vu que c'était dur, je ne pouvais pas continuer. Je sentais que c'était fini pour moi. Dans ma tête, c'était que c'est la mort. J'ai demandé à ma femme de partir, de me laisser, d'essayer de sauver au moins l'enfant, de rattraper l'autre groupe. Si elle pouvait les rejoindre, et si Dieu veut, on va se retrouver en Libye. Crépin Mengue ne doit sa survie qu'à l'aide de 2 Soudanais qui l'ont hydraté. Selon Human Rights Watch, comme Crépin, Fatih et Marie, au moins 1200 subsahariens ont été abandonnés par les forces tunisiennes dans les zones désertiques. Dernière information pour clore cette édition en Chine, les inondations qui frappent Pékin et ses environs depuis plusieurs jours ont fait une vingtaine de morts et une dizaine de disparus. Selon le service météorologique de la capitale chinoise, la région a connu fin juillet dernier son plus fort déluge depuis 140 ans. Des voitures emportées par dizaines, des glissements de terrain et des ponts brisés par la force des pluies torrentielles. Depuis 2 jours,
et le passage du typhon Doksuri, les mêmes scènes se répètent un peu partout autour de Pékin. Des inondations historiques qui ont fait au moins 20 morts et 19 disparus d'après la télévision d'État. Cette habitante de la capitale chinoise s'étonne encore de la violence de ces pluies diluviennes. C'est la première fois que je vois une inondation aussi effrayante. J'ai vécu si longtemps et je n'avais jamais vu ça auparavant. Notre équipe s'est rendue ce matin à Mentougou, à 1 heure de route à l'ouest de Pékin, l'un des districts les plus touchés par ces inondations. Ces voitures sont complètement détruites. On en a vu plusieurs comme ça sur le chemin. C'est le résultat d'une coulée de boue qui a déferlé depuis la montagne derrière moi. Là, il ne pleut plus depuis plusieurs heures et pourtant, on a toujours de l'eau jusqu'aux chevilles. Ici, 150 000 foyers sont privés d'électricité et ont besoin d'un approvisionnement d'urgence. Cette femme était chez elle pendant l'inondation, bloquée avec plus d'1 mètre d'eau. C'était effrayant. L'eau est montée tellement haut. J'étais à l'intérieur. Imaginez si la maison s'était écroulée. C'est la première fois que je vois ça. Pour le moment, 100 000 personnes ont été évacuées des zones à risque, alors que la Chine se prépare à l'arrivée d'un nouveau typhon sur la côte est du pays. C'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et très bon début de week-end par anticipation.